Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roman intitulé Le vieil homme et la mer. Il a été écrit par Ernest Hemingway entre décembre 1950 et février 1951 et a été publié en septembre 1952. Dans le Gulf Stream, durant 40 jours, un garçon nommé Manolin accompagne en mer un vieil homme nommé Santiago sans que celui-ci ne parvienne à pêcher de poissons. Santiago est surnommé Salao, ce qui signifie qu'il n'a pas de chance. Les parents de Manolin placent le garçon sur un autre bateau sur lequel il parvient, cette fois-ci, à trouver rapidement du poisson. Au début du récit, cela fait 84 jours que Santiago ne parvient pas à avoir de prise. Le soir venu, le garçon rencontre Santiago afin de l'aider à porter ses ustensiles de pêche. Le garçon propose de revenir sur le bateau du vieil homme, mais Santiago refuse puisque le garçon travaille maintenant sur un bateau qui connaît la chance. Santiago et Manolin vont à une terrasse afin de prendre une bière. Certains pêcheurs se moquent de Santiago, tandis que certains ont pitié de lui. Les poissons vont être emportés au marché de la Havane, tandis que les requins seront amenés à l'usine à requins. Le garçon souhaite aider Santiago en lui apportant des sardines, mais le vieil homme lui dit de se reposer ou de jouer au baseball. Ensemble, ils se rappellent de la première fois lors de laquelle Santiago a fait monter Manolin sur son bateau. Le garçon avait alors 5 ans et Santiago avait pêché un gros poisson qui en se débattant a provoqué des dégâts. Le garçon veut apporter 4 sardines au vieil homme, mais Santiago n'en accepte que 2. Santiago a l'intention de partir le lendemain très tôt et d'aller très loin en mer. Le garçon compte inciter son patron à se rendre au large, chose dont il n'a pas l'habitude, afin d'aider le vieil homme au cas où il parviendrait à pêcher un gros poisson. Tous deux retournent au bateau afin de prendre le matériel et de l'amener à la cahute de Santiago. L'habitation est pauvre. Santiago possède quelques objets ayant appartenu à sa femme. Les deux hommes parlent comme s'il y avait un filet, qui est en réalité vendu, et de la nourriture sur place. Tandis que le garçon va chercher des sardines, Santiago va lire dans le journal ce qui est relatif au baseball. Santiago demande au garçon d'acheter un billet de loterie dont le chiffre finit par 85. Lorsque le garçon revient, il s'aperçoit que le vieil homme s'est endormi. Plus tard, le garçon le réveille et le fait manger, car il faut que Santiago mange avant de partir en mer. La nourriture et la bière proviennent du patron du garçon. Les deux personnages parlent d'équipes de baseball, de joueurs connus et d'entraîneurs. Le garçon dit que Santiago est le meilleur pêcheur. Manolin conseille d'aller se coucher. Le vieil homme, qui se réveille tôt à cause de son grand âge, compte réveiller le garçon le lendemain matin. Durant la nuit, Santiago rêve des côtes africaines qu'il a aperçues lorsqu'il n'était encore qu'un garçon. Le vieil homme se réveille alors que la lune est encore visible, puis va chez Manolin afin de le réveiller. Il dépose le matériel de Santiago dans le bateau du vieil homme, puis vont boire un café dans une buvette. Le garçon va chercher des sardines et des appâts pour eux deux, puis revient. Le garçon accompagne le vieil homme jusqu'à son canot. Santiago part seul en ramant et se dirige vers le large. Il pense aux oiseaux pour qui la vie en mer doit être difficile. Alors que Santiago considère la mer comme une femme qui peut donner ou refuser de donner, d'autres la considèrent comme un opposant ou un ennemi. Le vieil homme place stratégiquement ses appâts. Le soleil se lève. Santiago remarque qu'une frégate a aperçu une proie et il s'approche de la zone. Il se rend compte que l'oiseau tente de pêcher un poisson volant qui lui-même est attaqué par un dauphin. Santiago est persuadé qu'un gros poisson ne doit pas être loin. Il voit une méduse aguamala qui est une malédiction pour les pêcheurs, car elle leur brûle les bras et les mains, mais qui représente le bonheur des tortues qui la mangent. Santiago aperçoit l'oiseau faire des cercles et plusieurs thons sortir de l'eau. Le vieil homme parvient à pêcher un albacore de 10 livres. Il pense qu'un gros poisson doit être en train de tourner autour du banc. Effectivement, un gros marlin est en train de s'attaquer à ses appâts. Le marlin a l'hameçon dans la bouche et tire le canot. Santiago décide de le laisser faire pour l'instant et de ne pas remonter la ligne qu'il a autour des reins. La nuit tombe et le poisson continue à remorquer le bateau. Ayant froid, Santiago se couvre d'un sac. Il songe qu'il est dommage que le garçon ne soit pas là pour l'aider et pour voir ça. Le vieil homme pense que le poisson est un mâle puisqu'il ne panique pas. Auparavant, Santiago a attrapé un couple de marlins. La femelle, qui a mordu à l'hameçon en premier, s'est tellement débattue qu'elle s'est vite épuisée. Le mâle est resté près de la femelle tout le temps du combat. Une fois la femelle hissée sur le bateau, le mâle a sauté hors de l'eau comme pour voir où était sa femelle. Santiago déplore une nouvelle fois l'absence du garçon. Il change la place de la ligne et la met sur son épaule gauche. À l'aube, le poisson n'est toujours pas fatigué et continue à traîner le canot derrière lui, quoique Santiago devine que le poisson doit nager moins profondément. Le vieil homme a du respect envers le poisson, mais pense le tuer dans la journée.
Santiago se met à parler à une fauvette, qui épuisée, se repose un temps sur son bateau. Lorsque le poisson fait une secousse, Santiago parvient à ne pas tomber dans l'eau, mais sa main droite se met à saigner. L'oiseau est parti. Santiago veut éviter que la ligne soit trop tendue, sans quoi elle risque de se casser et le poisson serait perdu. Afin d'avoir de la force, le vieil homme pense à manger le thon qu'il a pêché. Il en découpe des morceaux, balance la carcasse à la mer et mange le poisson cru. Sa main gauche a une crampe et Santiago se met à lui parler comme s'il s'agissait d'une personne. Il décide de manger tout le poisson, de peur qu'il pourrisse au soleil. Il espère que sa main gauche puisse de nouveau s'ouvrir. Il se plaint une nouvelle fois de l'absence du garçon qui aurait pu le soulager de sa crampe. Il se rend compte que le poisson est en train de remonter. Pour la première fois, Santiago voit le marlin, qui est plus grand que son propre canot, puis le poisson replonge dans l'eau. Le vieil homme sait qu'il lui sera difficile d'attraper un si gros poisson, tout seul et loin des côtes. Le marlin continue à nager et à entraîner le canot derrière lui. Santiago se met à prier et promet de faire un pèlerinage s'il parvient à attraper le poisson. Il se repose contre le plat-bord, tandis que le poisson se fatigue à nager. Il repense au baseball et au grand DiMaggio. Santiago pense que DiMaggio tiendrait plus longtemps que lui s'il était à sa place sur le bateau. Au coucher du soleil, le vieil homme se souvient qu'à Casablanca, il a battu au bras de fer un homme avec qui il a lutté toute une journée et toute une nuit. Un avion passe au-dessus de lui et il aimerait lui aussi voler pour apercevoir les animaux marins vus d'en haut. Juste avant la nuit, un dauphin se prend dans une autre ligne de Santiago. Le vieil homme le fait monter dans son canot, puis l'assomme avec son gourdin. Il remarque que le marlin a ralenti son allure. Santiago dépècera plus tard le dauphin, dans le but de garder le sang à l'intérieur de l'animal. Il compte avoir le dessus sur le marlin grâce à la fatigue et à la faim. Il se repose durant, il le croit, 2 heures. En se parlant à lui-même, une voix déclare qu'il est dans son intérêt de dormir et l'autre voix énonce qu'il a encore l'esprit clair alors qu'il n'a pas dormi depuis 2 jours et une nuit. Sous les étoiles, Santiago découpe le dauphin. Il se met de côté les filets du dauphin, se débarrasse de la carcasse et garde les 2 poissons volants qu'il a trouvés à l'intérieur du dauphin. Il commence à manger du dauphin qui a mauvais goût lorsqu'il est mangé cru et sans sel ou citron. Il mange le premier poisson volant. Santiago s'endort et se met à rêver, notamment des lions qu'il a vus lorsqu'il a longé les côtes africaines. Il est réveillé, car la ligne est en train de brûler sa main droite. Bien qu'il essaie de retenir le fil, les bobines se vident. Santiago se plaint une nouvelle fois de l'absence du garçon qui aurait arrosé les bobines. Le poisson saute plusieurs fois hors de l'eau. La ligne continue de filer, mais à une moindre vitesse. Santiago ne comprend pas pourquoi le poisson a changé si vite de comportement. Maintenant que le marlin a rempli ses sacs d'air, il ne pourra plus mourir au fond, ce qui est une bonne nouvelle pour Santiago. Le poisson devrait bientôt tourner en rond. Le vieil homme décide de ne pas remanger du dauphin de peur de vomir, ce qui lui ferait perdre sa force. Cependant, il mange l'autre poisson volant. Au lever du soleil, le marlin fait des cercles. Santiago recommence à tirer la ligne vers lui. Le vieil homme se fatigue énormément, mais il ne veut pas échouer. Santiago devine que le poisson tente de s'en prendre à la ligne avec son éperon. Il décide de laisser un peu de mou, car si le poisson saute de trop, il peut perdre l'hameçon qu'il a à la bouche. Lorsque le marlin se remet à tourner, le vieil homme parvient à récupérer un peu de ligne. Peu à peu, le poisson remonte à la surface. Il attend que le poisson soit près du bateau pour pouvoir le harponner. Bien que le vieil homme soit au bout de ses forces, il continue d'essayer de blesser le poisson qui parvient toujours à prendre de la distance lorsque Santiago tente de le toucher. Il parvient à planter son harpon dans le flanc de l'animal. Le poisson fait un dernier saut, puis meurt le ventre vers le ciel. Ne pouvant le hisser sur le bateau, Santiago l'attache le long de son bateau pour l'emporter avec lui. Il met sa voile, ce qui fait que le vent le pousse vers le sud-ouest. Santiago se nourrit de crevettes qu'il trouve dans les sargasses. Le vieil homme se demande un temps si c'est lui qui emporte le poisson ou si c'est le poisson qui l'emporte. À cause du sang perdu par le marlin, un requin est à sa trace. Santiago aperçoit le requin et veut l'attaquer avec le harpon. Le requin mord dans le poisson, et Santiago lui donne un coup de harpon dans le cerveau, ce qui tue le requin. Il sait que le marlin, qui a recommencé à saigner, va attirer d'autres requins. De plus, Santiago a perdu sa corde et son harpon. Il place son couteau à un des manches de ses avirons. Le vieil homme se demande s'il n'a pas fauté en tuant le marlin. En réalité, il a respecté la place de chacun puisqu'il est né pour être un pêcheur et que le marlin est né pour être un poisson. Santiago goûte la chair du poisson et la juge bonne. Il voit 2 autres requins arriver. Les requins mordent plusieurs fois dans le marlin. Santiago parvient à tuer l'un des 2. Lorsqu'un nouveau requin attaque le poisson,
le vieil homme lui enfonce son couteau dans le cerveau, mais la lame casse. Au crépuscule, deux autres requins s'approchent. Santiago les attaque avec son gourdin et les requins finissent par disparaître. Il ne reste plus maintenant que la moitié du marlin. La nuit tombe et Santiago souhaite combattre les requins jusqu'à sa mort. Il pense un moment qu'il est peut-être mort, mais les douleurs qu'il ressent aux mains lui prouvent le contraire. Au loin, il aperçoit les lumières de la ville. Durant la nuit, des hordes de requins arrivent. Santiago les frappe avec son gourdin, puis avec la barre du gouvernail. Toute la chair du marlin est mangée et il ne reste plus que la carcasse. Santiago revient au port durant la nuit. Personne n'est là pour l'aider et il doit s'occuper de son bateau seul. Il rentre tant bien que mal à sa cabane et s'endort dans son lit. Le lendemain matin, le garçon aperçoit le vieil homme en train de dormir. Les pêcheurs ont vu la carcasse du poisson qui mesure 18 pieds dans sa longueur. Le garçon va chercher un bidon de café, pleure sur le chemin et attend que le vieil homme sorte de son sommeil. Après son réveil, le garçon lui dit sa volonté de partir de nouveau en mer avec lui, qu'importe ce que dira sa famille. Santiago donne des conseils pour mieux s'armer lors de prochaines fois. Le vieil homme doit d'abord se soigner et se reposer. Le roman s'exprime souvent en duo. Au début, se trouve le duo Santiago-Manolin, au milieu le duo Santiago, le Marlin et à la fin de nouveau le duo Santiago-Manolin. Les duos sont toujours entre deux extrémités. Santiago est un vieil homme, tandis que Manolin est un garçon. Nous ne savons pas l'âge de Manolin. Le lecteur sait que le garçon a commencé à accompagner Santiago lors de ses parties de pêche dès l'âge de 5 ans. Manolin est souvent appelé le garçon, ce qui signifie qu'il n'a pas encore atteint l'âge d'homme. Nous ne savons pas non plus l'âge de Santiago. Le roman l'appelle le vieil homme. Sa description physique nous démontre qu'il s'agit effectivement d'un vieil homme. Manolin représente la force physique. C'est lui qui aide Santiago à porter ses affaires du canot jusqu'à la cabane du vieil homme et le lendemain de la cabane jusqu'au canot. Plusieurs fois en mer, Santiago remarque que Manolin lui aurait été bien utile s'il avait été présent. Santiago représente la fragilité. Il a besoin d'aide pour qu'on lui porte ses affaires. Sur le bateau, Santiago se blesse à une main, son autre main a une crampe. Lorsque le poisson a fait des à-coups, Santiago tombe. Ce qui fait la force de Santiago, c'est son abnégation. Face aux problèmes et face aux dangers, Santiago ne lâche jamais prise. C'est le cas avec le marlin puisqu'il garde la ligne accrochée à son corps durant 3 jours et 2 nuits. C'est le cas avec les requins, puisque Santiago les attaque même s'il est au bout de ses forces et qu'il n'a plus de couteau et de harpon. Santiago fait de bons choix, même s'il est persuadé du contraire. Il pense, sûrement à tort, que DiMaggio aurait mieux agi que lui. En faisant cela, il compare l'incomparable puisqu'il met en parallèle un pêcheur aguerri avec un joueur de baseball professionnel. Santiago se rend compte que l'important durant ces différents combats est de garder la tête froide avant tout, ce qui est vrai. Santiago est fort de son expérience. Manolin pense qu'il est le meilleur pêcheur. Si Santiago n'a rien pêché depuis 84 jours, les autres ne pensent pas que c'est parce qu'il est un mauvais pêcheur. Ils pensent que Santiago n'a pas de chance. Son comportement durant la pêche nous révèle qu'il a une bonne intuition. Tout d'abord, Santiago sait où aller pour pêcher du poisson. Il sait faire attention aux signes extérieurs. Par exemple, lorsqu'il voit une frégate voler et tourner en rond, il sait que c'est parce qu'il y a un poisson en dessous. Il connaît si bien les comportements des poissons qu'il devine ce que fait le marlin alors que le poisson est invisible plusieurs mètres au-dessous du niveau de la mer. Santiago parvient même à prédire ce que va faire le poisson. Seule la taille du poisson lui était imprévisible. Il sait également où frapper les poissons et les requins pour les tuer. Santiago parvient à rentrer à bon port, alors qu'il ne possède pas de carte et que le marlin a dû l'entraîner très loin de son point initial. Manolin représente celui qui aide. Puisque Santiago ne parvient plus à pêcher, le vieil homme est dans un état de dénuement. Manolin est présent pour lui fournir de quoi manger et de quoi boire. Le garçon joue le jeu du vieil homme qui fait comme s'il n'était pas si pauvre que cela. Ainsi, il parle comme si le filet n'était pas vendu et comme si Santiago avait de quoi manger. Santiago est celui qui se laisse aider. Le vieil homme se fait nourrir, se fait porter ses affaires. Si c'est Manolin qui dit au vieil homme d'aller se coucher, c'est pourtant Santiago qui le lendemain matin très tôt, réveille Manolin. Santiago représente celui qui sait. Sa longue expérience en tant que pêcheur lui permet d'avoir des connaissances solides dans ce domaine. Manolin est celui qui apprend. Il accompagne Santiago depuis son plus jeune âge sur son canot et apprend à son contact. Le roman ne montre jamais directement une scène de pêche entre les deux hommes. Santiago est un rêveur. Il rêve dans sa cabane. Il rêve encore sur son bateau.
Il pense ou rêve des côtes africaines qu'il a longées lorsqu'il était jeune et sur lesquelles il a vu des lions. Sa manière de voir la nature, la nuit et la mer montre que c'est un homme poétique. Si Santiago est un rêveur, Manolin lui est un pleureur. Lorsqu'il revoit le vieil homme, le garçon se met à pleurer. L'explication ne nous est pas donnée. On peut penser qu'il pleure, car il est touché par le long combat du vieil homme qu'il doit deviner. Manolin se remet à pleurer lorsqu'il est en compagnie des autres pêcheurs. Il se remet encore à pleurer après avoir quitté le vieil homme. Un autre duo est représenté par Santiago et le marlin. Santiago représente la faiblesse physique. En effet, Santiago est un vieil homme, qui se blesse une main avec la ligne, qui a une crampe et qui tombe lorsque le marlin donne un à-coup. Le marlin a une vigueur exceptionnelle. En effet, il parvient à traîner le canot durant 3 jours et 2 nuits. Le fait d'avoir un hameçon dans la bouche ne semble pas le gêner plus que ça. Il démontre sa force lorsqu'il se jette hors de l'eau. Le marlin luttera jusqu'au bout. Même après que Santiago soit parvenu à le faire remonter à la surface, le marlin fera tout son possible pour ne pas être trop proche du bateau, ce qui empêchera Santiago de le toucher de suite avec son harpon. Le marlin est un poisson de grande taille. Santiago le remarque. Puisque le poisson est plus grand que le canot de Santiago, on peut penser à la grande taille du marlin. Après le retour de Santiago, les pêcheurs remarquent la longueur extraordinaire du poisson. Il ferait 18 pieds de long. Santiago représente la réflexion. En effet, aucune des actions de Santiago n'est due au hasard. S'il fait quelque chose, c'est car il y a réfléchi avant. S'il s'est éloigné des autres pêcheurs et a été vers le large, c'est car il savait qu'il pouvait attraper du poisson à cet endroit. Si Santiago ne tire pas trop sur la ligne, c'est car il sait que sinon la ligne risque de casser ou que le poisson risque de sauter en l'air, ce qui fera peut-être en sorte que l'hameçon sorte de la bouche du poisson. Les réflexions du vieil homme concernent la pêche et vont même au-delà. Ainsi, il se demande s'il n'a pas fauté en tuant le marlin. Il pense alors qu'il n'a rien fait de mal, car il a respecté la place de chacun. Santiago a une manière de penser qui est respectueuse envers le poisson. Pour lui, le marlin est un frère, mais il se rend compte de la nécessité qu'il a de le tuer. Le poisson, lui, agit grâce à l'instinct et sait ce qui le perd. S'il a un hameçon dans la bouche, c'est car il a goûté aux appâts de Santiago. Le marlin a donc cédé à la faim. Même accroché, le marlin continue de suivre son instinct. Au lieu de trouver un moyen de se décrocher, il continue sa vie dans les profondeurs de la mer. Le marlin ne cherche pas à se débattre comme l'a fait la femelle marlin que Santiago a pêché dans le passé. C'est car le marlin n'a pas de réflexion qu'il s'est fait tuer. Pourtant le marlin, plus grand et plus fort que Santiago, aurait pu s'en sortir vivant. Il lui aurait fallu par exemple donner un grand à-coup, ce qui l'aurait libéré du vieil homme qui résiste mal aux brusqueries du poisson. Santiago a des manières barbares envers les poissons, les dauphins et les requins. Classiquement, il les tue avec son harpon et les tue en leur donnant des coups de gourdin sur la tête. Les animaux perdent beaucoup de sang lors de ces opérations. Cependant, Santiago représente la douceur. Il laisse un oiseau se reposer sur son canot, car il pense que cet animal est fatigué. Il parle au marlin comme si c'était un égal et le considère comme un ami. Dans son canot, Santiago parle plusieurs fois alors qu'il n'y a pas d'autre personne. Le vieil homme parle aux animaux, il parle à Dieu, il parle à sa main, il parle à lui-même. On peut comprendre que Santiago parle dans le vide puisque Manolin n'est pas avec lui. Cependant, ces dialogues nous montrent la vraie psychologie du vieil homme. Santiago est un homme respectueux de la nature. Il pêche car cela lui est nécessaire. Il le fait pour pouvoir se nourrir ou pour vendre les produits de sa pêche afin d'avoir quelques argent pour survivre. Nous sommes loin de la pêche de masse lors de laquelle le profit entre dans la ligne de mire. Si Santiago se parle à lui-même, c'est pour s'aider à tenir contre la fatigue, contre la douleur et contre ses ennemis. Les requins représentent l'opportunisme. Ils attaquent le corps du marlin après avoir senti son sang se diluer dans la mer. Ils n'attaquent pas le poisson lorsqu'il est vivant, mais lorsqu'il est mort. Alors que le vieil homme a dû lutter pour conquérir le marlin, les requins se contentent de le voler à Santiago. Le premier requin arrive, attiré par le sang qui s'échappe du marlin après que Santiago l'ait tué. Ensuite, c'est le sang qui se diffuse grâce à l'attaque du requin, qui attire les autres requins. C'est un combat perdu d'avance. Nous devinons que les attaques ne finiront que lorsque le poisson n'aura plus de chair. Malgré l'inutilité de défendre le poisson, le vieil homme continue de s'en prendre au requin avec ce qu'il a sous la main. Santiago ne défend pas sa prise, mais défend le marlin. Il est sincèrement désolé de ce qui arrive au poisson. Alors que le long combat avait donné de la valeur au poisson, l'opportunisme des requins en diminue la valeur. Il vit d'abord une ombre très sombre qui prit si longtemps pour passer sous son bateau qu'il ne put en croire la longueur. Non,
dit-il. Il ne peut pas être gros comme ça? Mais il était aussi gros que ça, et lorsqu'à la fin du cercle il émergea à la surface à même pas 30 mètres du bateau, il vit sa queue sortir de l'eau. Elle était plus haute qu'une grande lame de faux, et d'un bleu lavande au-dessus du bleu sombre de l'eau. Elle le suivait pendant qu'il nageait juste sous la surface, et le vieil homme distinguait maintenant son énorme volume, et les rayures mauves qui le zébraient. Il avait replié son épine dorsale, mais les nageoires pectorales étaient largement déployées. Dans ce tour-ci, le vieil homme distingua aussi l'œil du poisson, et les 2 poissons pilotes gris qui nageaient auprès de lui. Parfois il s'attache directement au poisson. Parfois il s'y cramponne. Parfois il se contente de nager dans son ombre. Ils avaient chacun plus de 3 pieds de long, et quand ils nageaient leur corps ondulait comme des anguilles.